Bonsoir à toutes et tous. Meilleurs vœux au nom de la chaire UNESCO et centre collaborateur OMS Éducation et Santé. Bienvenue pour ce premier webinaire de l'année, mais le deuxième de la série Santé et enseignement, après celui consacré à la santé des enseignants du 3 décembre dernier. Le prochain de la série sera le 24 mars sur la santé au quotidien dans les écoles, les collèges et les lycées. Alors, la crise du Covid a révélé quelques paradoxes sur la promotion de la santé et le moyen de parvenir ou de maintenir la santé pour tous. Cela ne vous aura certainement pas échappé. Pour ne pas choisir les malades à secourir dans les services de réanimation, on a choisi en amont en privilégiant le tout Covid, en déprogrammant en différentes des interventions autres et pourtant qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé. On a en quelque sorte choisi la santé médicale, le fameux silence des organes du début du XXe siècle, en isolant au maximum les pensionnaires d'EHPAD au détriment d'une santé peut-être plus globale, sociale et complexe. Ces choix ont-ils été faits de façon consciente, éclairée, débattue, ou dans l'urgence et d'une façon strictement médicale? N'hésitez pas là aussi à aller voir le webinaire qui s'est tenu avec monsieur le professeur Didier Sicard sur l'éthique au temps du Covid que vous retrouvez sur le site de la chaire. Bon, laissons un petit peu la Covid pour parler d'éducation à la santé, de promotion de la santé avec vous, professionnels de l'éducation et de la santé en devenir ou chevronnés. Vous jugerez s'il est pertinent de fermer écoles, collèges, lycées et universités au moment où l'on cherche à informer les jeunes, à les accompagner dans l'acceptation et la mise en œuvre de mesures de prévention. À chaque événement traumatique, après l'émotion initiale, surviennent légitimement les questions. Très rapidement, le thème de l'éducation et de la formation des élèves et donc de leurs enseignants occupe le centre ou du moins une partie non négligeable du débat. L'école est appelée à implanter immédiatement des mesures, alors en général sous forme de modules de formation des enseignants ou d'outils pédagogiques permettant d'agir sur le problème. La crise sanitaire que nous venons de traverser ne déroge pas à ce cheminement de pensée et plusieurs questions sont très vite apparues dans le débat médiatique. Les enfants apprennent-ils à se laver les mains? Comment sont formés leurs enseignants à cet enjeu de santé publique? Doit-on apprendre un geste technique, se laver les mains, ou comprendre la transmission d'un virus? Les enfants étaient-ils plus propres avant et le niveau d'hygiène a-t-il baissé? C'était souvent mieux avant. Savoir utiliser un masque est-il un acte technique ou est-ce une compétence citoyenne du souci de l'autre? L'école doit-elle apprendre des techniques précises qui risquent d'être vite dépassées ou développer des compétences qui risquent parfois d'être un petit peu creuses? Alors, les enseignants savent-ils faire? Enseignent-ils aux élèves la nécessité de s'informer pour décider dans un contexte? Forment-ils le citoyen cultivé, lucide, autonome, socialement éduqué tel que demandé dans les programmes? Est-il nécessaire de changer de paradigme à chaque situation de crise ou à chaque comparaison internationale? Est-il pertinent et efficace de fournir une solution ultra ciblée, rapide, parfois non transférable à une interrogation sociétale? Au final, doit-on toujours réinventer l'eau tiède pour se croire en mouvement? Alors finalement, quel est le rôle de l'éducation, quel est le rôle de l'école, en matière de santé? Alors voici les nombreuses questions auxquelles nous allons essayer de répondre en 1 heure avec nos 3 intervenants du jour. Le professeur Didier Jourdan, professeur des universités et directeur de la chaire UNESCO et centre collaborateur OMS, Éducation et Santé. Madame Nathalie Dupeux, conseillère pédagogique et chargée de mission dans l'équipe promotion de la santé du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie. Et monsieur Brice Bénard, professeur agrégé d'éducation physique et sportive et inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en EPS dans l'académie d'Orléans-Tours. J'arrête mon introduction. Pour résumer, l'objectif de cette heure est de faire le point sur le rôle de l'école en matière de santé et la façon dont les professionnels de l'éducation s'y prennent pour éduquer dans ce domaine. Professeur Didier Jourdan, on parle beaucoup de santé à l'école du fait de la pandémie de Covid. Est-ce un phénomène de monde? Est-ce un phénomène récent? Quel est le rôle de l'école en matière de santé en 2021? Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup Olivier Combacco pour cette brillante introduction qui, je crois, pose de façon extrêmement claire le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.
Alors, je voudrais simplement partager avec vous 5 idées toutes simples sur la problématique du rôle de l'école dans le domaine de la santé aujourd'hui. Alors, la première, c'est bien évidemment pour répondre par la négative à la question de savoir si c'est une mode ou une nouveauté. À chaque épidémie, les systèmes éducatifs ont été amenés à réagir, à être des acteurs de premier plan. Alors bien sûr, nous ne sommes pas très nombreux ici à nous souvenir de la dernière épidémie de poliomyélite, mais vous avez tous en tête que les écoles ont été à cette période très mobilisées et dès la fondation des systèmes éducatifs qu'on qualifierait de modernes à la fin du 19e siècle, eh bien, l'école avait une mission fondamentale en matière de santé. Donc, c'est un élément qui est consubstantiel de la nature même de tous les systèmes éducatifs et qui est donc un élément constitutif dans la façon dont les enseignants, les conseillers d'éducation, les chefs d'établissement, les professionnels de santé et du social conçoivent leur mission. Première idée. La deuxième idée, c'est, une fois qu'on a dit ça, il est nécessaire de le justifier. Et la justification est très simple. Il suffit juste d'avoir en tête ce qu'est un iceberg. L'essentiel de l'iceberg est invisible puisqu'il est sous l'eau. Il est immergé. La partie émergée de l'iceberg, c'est une faible partie de sa masse. Eh bien, il en est de même pour la santé. La partie dont nous parlons tout le temps, la partie que nous voyons toujours, c'est-à-dire la question du soin, représente au maximum 20% de ce qui fait la santé des personnes. Votre santé, ma santé, la santé de chacune et chacun d'entre nous est sous la dépendance de facteurs qui sont de type social, éducatif, environnemental, liés à l'accès aux services, des facteurs qui sont aussi liés aux habitudes individuelles, aux caractéristiques personnelles. Eh bien, il est très clair que si l'on veut agir sur la santé des individus dans le but de l'améliorer, de réduire les inégalités, on ne peut pas se focaliser uniquement sur la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire en l'occurrence le système de santé. Il faut penser les autres déterminants, les 80% cachés, et dans ces 80% cachés, une large part est liée à l'éducation des personnes, à la fois parce que plus le niveau d'éducation d'une personne est élevé, plus la santé de celle-ci est bonne, mais également parce que ce qui relève de la santé renvoie fondamentalement à notre rapport au monde, aux autres, à l'environnement, à notre propre corps. Si bien que un parcours de santé tout au long de la vie pour une personne doit marcher sur ses deux jambes. Une jambe liée aux soins, à la dimension curative, et une jambe liée à l'éducation, à la dimension préventive. C'est donc là aussi un élément fondamental. La santé est affaire de soins, mais elle est aussi radicalement affaire d'éducation. Troisième idée, une fois qu'on a dit ça, sommes-nous vraiment bien avancés? Car nous avons peut-être affaire à, j'allais dire, cette réaction habituelle qu'a décrite fort bien M. Combacco, à savoir que dès qu'il y a un problème social, eh bien, on appuie sur le bouton école et puis on dit qu'est-ce que l'on fait à l'école, comment se fait-il que nous soyons dans cette situation? Alors, je ne crois pas qu'il nous faille rentrer dans ces débats-là. Donner une mission et une place trop importante à l'école, c'est finalement l'empêcher d'agir. La véritable question, c'est de se dire quel est le rôle de l'école en matière de santé, rôle qui sera forcément aux côtés des familles, premiers acteurs de la santé des individus, autour du rôle du système de soins, du système social et d'une manière générale de l'ensemble des acteurs à l'échelon national comme à l'échelon local. Eh bien, la première chose à se rappeler, c'est que la santé qui est éminemment privée a une dimension publique et que l'école a à intervenir sur cette dimension-là, en référence à la sphère publique, toujours dans le cadre structurant qui est celui de la laïcité, de la liberté de conscience, si bien qu'il nous faudra penser la santé autrement que dans une logique de prescription, mais bien dans une logique qui rentre dans le cadre de ce qu'est la mission de l'école. On peut le résumer autour de deux grands axes structurants. La santé à l'école,
c'est d'abord ce qui concerne la réussite des élèves, c'est-à-dire à quelles conditions allons-nous pouvoir permettre la réussite de tous les élèves. Chacun a bien conscience qu'un élève qui ne voit pas clair, qui est affecté d'une maladie chronique, qui va consommer des médicaments psychoactifs, qui va rencontrer des problèmes de santé mentale, va avoir des difficultés à réussir. L'école, c'est un milieu de vie, c'est un milieu au sein duquel il nous faut garantir la santé des élèves pour les mettre en capacité de réussir et lever les obstacles à l'éducation. Et le deuxième rôle de l'école, c'est ce qui va relever de l'éducation. La santé fait partie de notre vie quotidienne, tous les jours sans exception. Tous les jours, nous avons à penser la santé en rapport à nous-mêmes, mais aussi collectivement, et on le voit actuellement avec la crise de la Covid-19. Eh bien, cette façon de penser la santé ne renvoie pas à une dimension biologique et médicale, mais à une dimension citoyenne. Il s'agit de donner les moyens à chacune et chacun de nos élèves de prendre en charge sa santé individuellement et collectivement pour être capable de donner son avis, de participer au jeu social autour des questions de santé, mais aussi pour prendre soin de lui-même. La santé, c'est les conditions de réussite des élèves et la citoyenneté, une citoyenneté pour laquelle la santé joue un rôle important. Et ce qui donne le cadre de cette citoyenneté, eh bien, c'est son insertion dans le développement durable comme étant l'une des dimensions fondamentales de ce qui va faire la citoyenneté des femmes et des hommes d'aujourd'hui et de demain. C'est l'objectif ici numéro 3 du développement durable. C'est ce qui donne la toile de fond de notre action à nous, collective, du système éducatif en matière de santé. Quatrième idée, comment on fait? C'est vrai que ça commence à se corser. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours où il nous suffirait d'arriver le matin à 8h30 et puis de dire à nos élèves « Oh, les enfants, c'est très mal de consommer des psychotropes et des drogues, et donc il ne faut pas en consommer. » Et tous les élèves partiraient avec la certitude, la conviction qu'ils ne le feraient pas et ils ne le feraient jamais de leur vie. Ça, ce n'est pas la réalité. Tous les éducateurs, quelle que soit leur position, enseignants, chefs d'établissement, conseillers d'éducation, professionnels de santé sociale, assistants d'éducation, savent très bien que l'éducation, c'est autre chose. C'est l'accompagnement d'une personne. Il nous faut donc apprendre à regarder les questions de santé, non pas avec les lunettes de la santé, mais avec les lunettes de l'éducation. Et donc penser très concrètement à l'échelon de nos établissements, au sein de nos cours, au sein de nos classes, à la manière dont nous allons pouvoir à la fois garantir que les enfants puissent être dans des conditions qui leur permettent de réussir et en même temps développer chez eux les compétences, les connaissances, les attitudes dont ils ont besoin pour être eux-mêmes en santé. Si l'on essaie de se baser sur les travaux de recherche qui permettent de comprendre ce que l'on appelle les déterminants de la santé, c'est-à-dire ce qui va conduire à la mise en œuvre de tel ou tel comportement, eh bien on verra qu'éduquer à la santé, c'est permettre aux élèves d'acquérir des connaissances, le corps, la santé, les comportements, la loi, c'est des compétences qui sont des compétences personnelles, sociales et civiques, qu'on appelle souvent des compétences psychosociales, et puis des compétences critiques autour de la mise à distance, de la pression de l'environnement, de la capacité à distinguer les fake news des informations pertinentes. Vous voyez que regarder la santé avec les lunettes de l'éducation, c'est sortir d'une vision médicale pour aller vers une vision éducative. Acquérir les moyens d'un regard critique sur les questions de santé, c'est le cœur même de la mission de l'école. Cinquième et dernière idée maintenant, eh bien, comment tout cela s'organise-t-il? À partir du moment où la santé est un enjeu qui relève de l'école, mais dépasse aussi très largement l'école, rejoint ce que l'on appelle souvent des questions sociales vives, il est indispensable de penser la progression des élèves tout au long de leur scolarité, de la maternelle jusqu'au lycée, non seulement en référence au programme scolaire et au socle commun, mais également à d'autres contributions sociales qui vont notamment être celles issues des collectivités territoriales, du réseau associatif,
des clubs sportifs et de l'ensemble des personnes qui vont intervenir dans l'éducation des enfants. C'est la raison pour laquelle la santé à l'école ne peut pas être une discipline. Elle l'est dans quelques pays. Nous pourrons, si vous le souhaitez, discuter de l'intérêt et des limites de faire de l'éducation une discipline scolaire, mais le choix dans notre pays, c'est beaucoup plus de penser sous forme d'un parcours pour lequel nous allons contribuer, via les différentes disciplines scolaires, à l'édification d'une citoyenneté dans le domaine de la santé. Pour cela, le parcours éducatif est fondé sur 3 dimensions fondamentales. Une dimension éducative, ce sont les compétences en matière de santé. Une dimension de protection, c'est tout ce qui est fait au sein d'une école, d'un collège, d'un lycée, pour permettre que les enfants soient en santé physique, bien sûr, par les locaux, mais aussi en santé mentale, par le climat d'établissement, la bienveillance et la capacité de mettre les élèves dans des situations de réussite. Et enfin, des dynamiques de prévention qui vont concerner la vaccination, qui vont concerner des initiatives prises, par exemple, par des collectivités territoriales, des acteurs associatifs pour la promotion de l'activité physique. Ces 3 dimensions sont fondamentales. Elles concernent tous les acteurs. Tous les acteurs, ce sont d'abord et avant tout les acteurs de l'éducation et pas seulement les enseignants, pas seulement les chefs d'établissement, pas seulement les conseillers d'éducation, mais l'ensemble des personnes qui vont contribuer à la vie de l'école et notamment les personnels de santé sociale. Mais ce sont aussi les acteurs du périscolaire, les acteurs du secteur associatif, des clubs, des collectivités territoriales. On ne fait pas l'éducation à la santé d'un enfant de manière magique à l'école, c'est au contraire par un travail qui articule le scolaire et l'extrascolaire que nous pourrons avancer. Alors 5 idées, l'école et la santé, un élément fondamental, les déterminants de la santé qui placent l'éducation au premier plan de ce qui permet à une personne d'être en santé, le rôle de l'école référé à sa mission propre en matière de réussite des élèves et de citoyenneté, une approche éducative, finalement la façon dont nous nous approprions, nous éducateurs, les problématiques de santé, et enfin le parcours éducatif de santé pour structurer l'ensemble de ces interventions. Je vous remercie. Merci beaucoup Didier Jourdan pour cette intervention très claire autour de ces 5 idées, cette approche systémique, le lien avec les objectifs de développement durable. N'hésitez pas à poser vos questions en bas de votre écran dans la petite rubrique QR. Alors moi, je vais vous poser une question qui sort de cette chatbox, de cette rubrique questions-réponses. Est-ce que, selon vous, la crise a eu un impact sur l'éducation à la santé? Finalement, est-ce que la crise est une chance pour l'éducation à la santé à l'école et pour la santé publique en général? Alors, bien évidemment, la crise a eu un impact majeur sur le système éducatif qui s'est trouvé au cœur des échanges. Elle représente effectivement une opportunité s'il permet à des gens de mieux réaliser ce que leur mission, ce que leur contribution dans ce domaine-là. Mais en tout cas, je crois qu'il nous faut l'utiliser comme une opportunité, notamment autour des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, pour que nous puissions les faire vivre, les renforcer en lien avec la gestion de l'épidémie, mais en n'oubliant pas, évidemment, tout ce qui relève des maladies non communicables, des maladies qui vont relever d'autres champs et qu'il nous faut aussi prévenir. Donc oui, un impact important et une opportunité à saisir pour finalement structurer, j'allais dire, donner de la cohérence. Une des grandes difficultés aujourd'hui pour un professionnel de l'éducation, c'est d'être confronté à une immense variété d'objectifs, de missions. Il nous faut arriver à donner sens à tout ça. Et nous donnerons du sens à tout ça autour des questions de citoyenneté et de la préparation de, finalement, chacune de nos jeunes à gérer sa propre santé individuellement et collectivement. Merci Didier Jourdan. Alors, les gens qui nous regardent étaient invités à donner via la chatbox tout à l'heure un nuage de mots pour faire émerger leur représentation. Donc Valérie Vassenko va nous partager ce nuage de mots et pouvez-vous réagir un petit peu dessus? Finalement, ce sont les représentations un petit peu des gens qui nous suivent. Écoutez, je ne peux que me réjouir
devant ce qui est mis en avant par les différents participants, quel que soit d'ailleurs le lieu d'insertion, des établissements spécialisés, des établissements du second degré, des écoles, pour lesquels on voit émerger, je dirais, tous les éléments fondamentaux, les différents domaines de la prévention, de l'éducation à la santé, de la protection à l'école. J'allais dire, ce qui est proposé ici sur le nuage de mots que nous pourrions revoir, eh bien, résume, somme toute, ce que nous avons ensemble à avoir en tête autour des différentes dimensions, des compétences psychosociales, du travail sur la sédentarité, sur l'environnement, sur l'inclusivité. Je voudrais souligner l'enjeu clé. Il n'y a pas de santé à l'école si tous les enfants ne sont pas à l'école et n'y réussissent pas. Il nous faut être particulièrement attentifs aux espaces les plus fragiles, aux établissements spécialisés, aux établissements qui reçoivent les publics les plus vulnérables, parce que c'est là que la contribution de l'éducation à la santé à l'école peut s'avérer la plus décisive dans la vie des individus. Et puis, dernière remarque, le mot élève. Les élèves ne sont pas simplement objets, ils sont sujets de l'éducation à la santé. L'essentiel des activités se conduit avec leur participation, leur engagement, y compris pour des enfants jeunes. On a ici, je crois, l'ensemble de ce qui peut définir ce champ. Et j'avoue que je suis extrêmement heureux de ce qui est proposé ici par les participants et je les en remercie. Merci Didier Jourdan. Donc concrètement, Nathalie Dupeux, comment enseigne-t-on les compétences liées à la santé en classe? À vous de jouer. Donc, merci Olivier Cambaco. Donc, très bonne question. Donc, comment enseigne-t-on concrètement les compétences liées à la santé en classe? Donc, pour situer vraiment ce que c'est que l'éducation à la santé, donc cette éducation s'inscrit dans ce qu'on appelle les éducations A, qui relèvent d'enseignements transversaux proposés dans les programmes du premier et du secondaire, au même titre que l'éducation au développement durable, que l'éducation aux médias, l'éducation à la sécurité, etc. Donc, ce type d'apprentissage va vraiment au-delà du cadre d'une simple discipline scolaire, comme l'a précisé Didier Jourdan juste avant, puisqu'il relève vraiment de l'interdisciplinarité. Donc, elle s'appuie sur différentes activités qui vont être menées dans différentes disciplines, telles que les sciences, le PS, les activités d'expression orale, écrite, etc. Donc, du fait de ces exigences spécifiques concernant la prévention, la responsabilité, l'esprit critique et le développement de l'autonomie, elle rejoint les objectifs d'éducation à la citoyenneté. Donc, plusieurs disciplines sont sollicitées pour assurer ces enseignements indispensables pour la construction des connaissances et des compétences des élèves. Cette approche interdisciplinaire, elle nous semble vraiment fondamentale. D'une part, parce que déjà, elle donne du sens aux apprentissages en les contextualisant. Et d'autre part, cela n'implique pas pour les enseignants de devoir enseigner quelque chose en plus dans un emploi du temps qui est déjà vraiment chargé. Donc, il s'agit vraiment pour les enseignants d'avoir conscience des objectifs de l'éducation à la santé et de les insérer au sein des différentes disciplines scolaires. Donc, la vocation de ces éducations A porte sur la pédagogie de projet et contribue à l'évaluation par compétence plutôt que par connaissance. Nous y reviendrons après. Et à ce titre, depuis 2015, les parcours éducatifs sont instaurés dans les établissements et depuis 2016, les enseignements pratiques interdisciplinaires, ce qu'on appelle les EPI, sont mis en œuvre dans le secondaire. Et nous ferons aussi un point là, sur ces différents sujets à la fin de notre intervention. Donc, comment construit-on les compétences en santé? Donc, l'introduction du concept de compétences dans les programmes scolaires a engendré une transformation des enseignements, puisque nous sommes passés de savoirs reconnus par l'institution à des savoirs d'action, acquis par le vécu et des expériences contextualisées. Donc, acquérir une compétence, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est mobiliser un savoir dans une situation complexe et nouvelle. Pardon. Une compétence comprend 3 dimensions, donc le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et ces 3 éléments sont d'autant plus importants au niveau de l'éducation à la santé, puisqu'on le sait très bien, tous les adolescents vont vous dire que c'est néfaste pour la santé de consommer du tabac. Mais concrètement, lorsqu'ils vont être confrontés à leur première cigarette, lorsqu'on va leur proposer de fumer, comment est-ce qu'ils vont pouvoir refuser cette première cigarette tout en gardant leur place au sein du groupe social auquel ils appartiennent. Donc, c'est vraiment tout un ensemble de choses. Donc, c'est 3 facteurs, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui vont permettre de construire les compétences en santé. Donc, l'approche globale a également démontré son efficacité puisqu'elle repose sur une conception large de la santé
qui comprend les dimensions physiologiques, psychologiques, sociales et environnementales, et sur une prise en compte active des déterminants de la santé. Ainsi, c'est bien l'ensemble de la communauté éducative, comme Didier Jourdan l'expliquait juste avant, qui est concernée par sa mise en œuvre au sein des établissements scolaires et non pas simplement les seuls personnels de santé ou les simples personnels enseignants. Donc, pour aider les enseignants à organiser leur enseignement au quotidien, nous avons ciblé des déterminants de la santé qui sont abordés à l'école et nous les avons agencés pour qu'ils correspondent au programme scolaire. Donc, lorsque je parle de l'école, c'est vraiment l'école au sens large. Donc, nous avons un premier pôle qui regroupe les facteurs liés au rapport à la santé et au mode de vie personnel. Donc, ils sont inclus toutes les représentations de la santé, les comportements et les styles de vie personnels, influencés par les modèles qui régissent les relations sociales entre les communautés et dans la société en général. Puis, nous avons un deuxième pôle, nous avons intitulé « Réseau relationnel et communautaire », qui comprend l'ensemble des influences sociales et collectives, donc tout ce qui définit l'ancrage dans une communauté, la culture, la présence, l'absence d'un soutien mutuel dans le cas d'une situation défavorable. Et enfin, un dernier pôle donc, qui regroupe les facteurs liés aux conditions de vie, donc là qui se rapporte cette fois-ci à l'accès aux soins et aux équipements essentiels, donc tout ce qui est l'eau, l'habitat, les services de santé, la nourriture, l'éducation, etc. Donc une fois que nous avons déterminé ces trois déterminants de la santé, nous avons ciblé des compétences en santé à travailler avec les élèves. Donc la première, qui est donc la connaissance de soi. Donc c'est la capacité à se connaître, à identifier ses qualités, ses limites, à reconnaître ses émotions. Donc ensuite l'autonomie, donc tout ce qui relève de la capacité à prendre du recul, à gérer son stress, à gérer le risque, etc. Les habitudes de vie, donc capacité à identifier le lien entre comportement et santé, et qui va avec le choix, donc apprendre à faire des choix libres et responsables pour sa santé. La communication, puisque c'est important donc de bâtir des relations respectueuses, à savoir prendre sa place dans un groupe, à comprendre d'autres points de vue, à identifier les émotions des autres, à résoudre des conflits, etc. Le sentiment d'appartenance, puisque cela consiste à connaître, comprendre, prendre sa place au sein de son environnement social et culturel. Les ressources, donc capacité à reconnaître et solliciter à bon escient les personnes et les structures de soutien en matière sociale et de santé. L'esprit critique, on en parle beaucoup, donc comment mettre à distance les pressions sociales, celles des médias, des réseaux sociaux, de la publicité, des pairs, comprendre les enjeux de santé. Et enfin, la compétence d'enracinement, donc c'est connaître l'environnement dans lequel on se trouve, donc que ce soit l'environnement physique, donc l'air, l'eau, le logement, les transports, et son interaction avec la santé. Donc, identifier le rôle de chacun dans la création d'environnements favorables à sa santé. Donc, ces 9 compétences sont ensuite déclinées avec les enseignants en différents niveaux d'acquisition selon les niveaux de classe. Donc, ce qui nous arrive à aborder maintenant les pratiques de classe. Donc, les enseignants sont confrontés au quotidien à plusieurs problématiques. Tout d'abord, bien souvent, on remarque que par prudence, l'enseignant cantonne ses interventions en matière de santé à un niveau informatif et consensuel. Et il a parfois des difficultés à mesurer l'évolution dans les attitudes présentes ou futures des jeunes. Donc, notamment dans le second degré, davantage que dans le primaire, de nombreux enseignants ne sont pas encore prêts à engager une nouvelle forme de relation avec les élèves, trop éloignés de leur actuelle posture professionnelle. Et ce qui est tout à fait compréhensible au vu de la formation initiale et de la définition même du métier d'enseignant. Donc, le temps de travail de l'enseignant se structure autour des programmes scolaires qui doivent pouvoir être étudiés de façon satisfaisante sur le temps imparti de l'année scolaire. Et l'éducation à la santé conçue par l'institution comme une mission transversale des enseignements ne bénéficie pas toujours dans les établissements de conditions nécessaires à cette mise en œuvre. Donc, sur le plan pédagogique, les modalités d'intervention préconisées dans le domaine des éducations A sont parfois éloignées des pratiques d'enseignement mises en œuvre au quotidien dans le cadre des disciplines scolaires. Donc, justement, penser l'interdisciplinarité, c'est une chose complexe et cela signifie s'extraire du découpage disciplinaire, je dirais, classique et d'avoir une vision davantage systémique des apprentissages. Donc, cela implique, en tant qu'enseignant, déjà de se faire confiance et de faire confiance aux élèves également. Et on le sait, avancer sur le parcours des compétences n'est pas chose aisée, c'est un chemin audacieux. Et voilà. Un point important aussi au niveau des questions éthiques, parce que si part de leur mission et de leurs compétences, c'est aux enseignants qu'est dévolue l'éducation à la santé, il ne reste pas moins vrai que du fait de la complexité des questions scientifiques et éthiques posées,
ils doivent être conseillés et soutenus par des professionnels de santé. Donc, que ce soit par des associations, également des intervenants sportifs, des intervenants sanitaires, etc. Donc, l'implication des enseignants dépend fortement des représentations également qu'ils ont de la santé et des formations dont ils ont pu bénéficier dans le cadre professionnel. Donc, on remarque que les enseignants qui ont pu être sensibilisés, voire formés aux questions de promotion de la santé, s'impliquent davantage au quotidien dans les missions d'éducation à la santé. Et à noter également que certains thèmes abordés dans le cadre de l'éducation à la santé peuvent placer les enseignants dans une position inconfortable, car on le sait, les pratiques vécues dans la sphère privée des enfants peuvent entrer en opposition avec le discours de l'enseignant, créant ainsi des situations de tension dans les relations école-famille, d'où l'intérêt de toujours communiquer avec les familles, de toujours être à la recherche de cette communication et de créer du lien autour de ces questions de santé. Et enfin, si on s'interroge sur les dispositifs d'évaluation qui vont certes évaluer des connaissances, mais également des compétences, donc ce n'est pas toujours simple de se poser la question, par exemple, donc comment peut-on évaluer qu'un élève possède un esprit critique suffisant pour adopter un comportement responsable dans ses choix de santé? Donc en tant qu'enseignant, c'est quelque chose qui est difficilement évaluable. Et on voit que cela ne peut s'inscrire que dans la durée et par la définition de critères d'évaluation. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Donc, nous vous proposons ici un exemple d'outils mis en œuvre ici, en Nouvelle-Calédonie, dans l'école élémentaire, donc qui s'inspire du dispositif RIBI, Réussir, être bien, être ensemble. Donc, cet outil vise vraiment le développement des compétences des élèves en éducation à la santé et privilégie une approche interdisciplinaire. Donc ici, par exemple, nous cherchons à travailler avec les élèves la notion de microbe et donc nous abordons cette notion en français au niveau du vocabulaire notamment. Donc, il y a une première phase d'entrée dans l'activité qui permet de rendre les élèves disponibles aux apprentissages. Ensuite, une phase de découverte et de jeu autour du lexique. Et à la fin, un point davantage scientifique sur les micro-organismes. Donc, l'outil propose donc tout un panel d'activités, donc un ensemble de fiches qui abordent les compétences en santé à travers l'interdisciplinarité. Donc, on voit que là, l'activité en elle-même, elle n'est pas forcément innovante, mais par contre, elle montre vraiment aux enseignants qu'à travers les activités qu'ils mènent au quotidien, qu'ils aient vraiment conscience qu'ils travaillent cette éducation à la santé à travers différentes disciplines scolaires. Donc enfin, pour d'un point de vue institutionnel, donc le parcours éducatif de santé, Didier en a parlé précédemment. Donc ce parcours de santé permet de structurer la présentation des dispositifs qui concernent à la fois la promotion de la santé des élèves, les activités liées à la prévention des conduites à risque et les activités pédagogiques qui sont mises en place dans les enseignements en référence au programme scolaire. Donc la loi de refondation de l'école dessine les contours justement d'un nouveau contexte en réaffirmant que la politique éducative et les politiques de santé sont liées. L'objectif est de contribuer ensemble à la réussite scolaire des élèves et à la réduction des inégalités sociales et de santé. Donc, ce n'était pas un élément nouveau qui vient s'ajouter au sein du quotidien déjà extrêmement chargé des enseignants. Il s'agit en fin de compte d'un outil qui va permettre d'inscrire dans le temps l'ensemble des actions qui contribuent au développement des compétences en santé des élèves et assurer ainsi la cohérence et le suivi. Donc là, on retrouve les trois axes du parcours éducatif, donc l'éducation à la santé, la prévention et la protection. En conclusion, en quelques mots, donc au-delà de sa mise en œuvre dans les enseignements disciplinaires, l'éducation à la santé ne peut prendre tout son sens, je dirais, que dans la mesure où elle s'insère dans une démarche plus vaste de promotion de la santé au sein de l'école, du collège, du lycée, impliquant vraiment tous les acteurs de la communauté éducative et en particulier les familles. Donc, sans réel investissement en matière de vie collective au sein de l'établissement, d'accueil des élèves, de relations aux parents et aux partenaires associatifs et institutionnels, sans la présence des services sociaux et de santé, les activités pédagogiques en classe risquent simplement de rester d'un point de vue formel. Et l'objectif, c'est réellement, je pense, au-delà du statut de l'élève, de considérer la personne humaine, donc qu'est l'enfant, et de lui permettre d'être responsable et autonome dans la dynamique de son développement. Donc voilà, Olivier Cambaco pour les éléments de réponse à la question posée.
Merci beaucoup Nathalie Dupeux pour cette brillante intervention. Merci. Il y a un gros décalage avec la Nouvelle-Calédonie pour ce bel effort. Voilà, vous avez insisté sur l'aspect là aussi systémique, global. Alors, on a beaucoup de questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre, mais nous répondrons après en différé peut-être sur le site, hein, puisque vous pourrez aller plus loin sur le site. Alors moi, il y a une question qui m'intéresse sur l'évaluation. Oui. Finalement, est-ce qu'il y a moyen d'évaluer si les élèves progressent dans cette démarche-là ou pas? Alors oui, il y a des outils d'évaluation qui existent, donc déjà qui passent réellement par l'observation au quotidien. Donc c'est sûr que nous allons avoir une évaluation, je dirais, à court terme, in situ, réalisée par l'enseignant. Et c'est vrai que là, dans un premier temps, là, qu'on prendra en compte uniquement, je dirais, les savoirs. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que l'enfant sait se laver les mains? Est-ce que l'enfant sait mettre un masque, etc. Là, je dirais que c'est des observables, donc à la limite, c'est pas quelque chose qui va prendre du temps ou qui va être complexe à observer. Par contre, c'est vrai que lorsque l'on parle davantage des compétences psychosociales ou d'évaluer l'esprit critique des élèves, là, il conviendra vraiment avec les enseignants de définir aussi des observables. Comment est-ce que je reconnais dans ma classe au quotidien qu'un enfant a un esprit critique? Lorsqu'il a lu un album, lorsqu'il a écouté un camarade dans un exposé, lorsqu'il y a eu un conflit en classe, est-ce qu'il a su faire preuve d'un esprit critique? Et là, concrètement, c'est comment est-ce que je l'observe? Et l'évaluation passe aussi également sur, je dirais, sur le long terme, puisqu'on le voit très bien, pour construire des compétences en santé, cela prend du temps. Et ça vaut pour toute notre vie humaine en général. Et donc, c'est pour ça l'intérêt vraiment du parcours éducatif en santé qui permet vraiment sur la scolarité de l'élève de construire ses compétences et de les évaluer également. Merci beaucoup. Donc là, beaucoup de questions hein, sur le lycée pro, la culture générale de santé, la décentralisation. Voilà, donc on amènera des réponses différées. Dans la chatbox aussi, échange sur un outil, Feel Good. Voilà, vous pouvez suivre les échanges là-dessus dans la chatbox. Donc maintenant, je vais vous inviter à réagir sur les deux questions qui avaient été posées avant, en amont, à nos spectateurs, aux gens qui nous écoutent et qui nous suivent. Donc, les leviers et les obstacles. Donc, voilà, est-ce que Valérie Vassenko, vous pouvez partager avec nous les réponses? Donc, nous sommes sur les leviers, c'est ça? Voilà. Quels sont les leviers sur lesquels s'appuyer pour aborder? Voilà. Donc, ce qui est bien de voir dans ce nuage de mots, c'est que justement, on voit au centre les compétences psychosociales. Donc, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment au centre des préoccupations des personnes donc, qui nous écoutent. Donc, l'environnement également. Tout à fait, puisque l'environnement constitue vraiment un des leviers sur lesquels s'appuyer pour aborder les compétences liées à la santé. On n'y pense pas toujours. Et ce qui est bien à travers ce nuage de mots, c'est que l'on s'extrait peu à peu de la vision, je dirais, hygiéniste de l'éducation à la santé et que l'on va vraiment vers la promotion de la santé en elle-même. Et notamment avec, voilà, on voit des termes tels que littératie en santé, tels que prévention. Donc oui, complètement, on voit vraiment que les choses sont en train d'évoluer et c'est vraiment bien. Les obstacles, Madame Ivasenko? Dans les obstacles, oui, complètement. Donc, manque de temps, complètement. Puisqu'on l'a dit, c'est souvent sur l'école que reposent beaucoup de choses à traiter et beaucoup d'éléments. Dès qu'il y a un mal dans la société, je dirais, l'école doit être chargée de le résoudre. Et donc, concrètement, c'est vrai que l'interdisciplinarité, ça peut vraiment être, je pense, une porte d'entrée pour ce manque de temps, puisque donc, savoir que lorsque je fais une leçon de français ou de mathématiques, je fais aussi parfois de l'éducation à la santé. Je ne suis pas obligée de rajouter un créneau horaire dans mon emploi du temps pour ça. Merci beaucoup, Madame Dupeux. Merci à vous. Maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Brice Bénard, donc, qui est inspecteur pédagogique régional en éducation physique et sportive, pour la question suivante. Comment former le citoyen? Alors là, c'est tout un programme. Hein. Comment former le citoyen cultivé, lucide, autonome, socialement et physiquement éduqué, tel que demandé dans les programmes d'EPS? À vous de jouer, Monsieur Brice Bénard.
Bonjour. En ce qui concerne déjà l'éducation d'amener un élève, d'avoir les programmes et l'éducation à la santé, citoyenneté, tous ces éléments-là, ça a toujours fait partie en fait des finalités qui ont été assignées à l'EPS. On va dire que ça fait partie de l'identité de l'EPS. Si on veut pouvoir enseigner ces grandes finalités, hein, qui est de former un élève cultivé, lucide, autonome, socialement éduqué, l'idée c'est toujours d'avoir une approche qui va être par la complexité et de toujours se dire, en fait, l'EPS elle va pouvoir répondre à ces finalités-là en étant à deux niveaux. Le premier niveau, c'est déjà spécifiquement en tant qu'enseignant d'EPS et à travers l'EPS, déjà, c'est proposer une EPS qui va être cohérente. C'est-à-dire qu'elle répond au contexte de son établissement et aux besoins des élèves. C'est aussi une EPS qui va devoir être équilibrée. C'est-à-dire que l'offre de formation qui va être proposée aux élèves, elle va correspondre à l'ensemble des éléments du programme et en même temps, elle va permettre à l'élève de vivre différentes expériences. Le troisième point sur le plan spécifique qui va permettre de contribuer et viser ces différentes finalités, c'est aussi d'avoir une EPS qui est complète et donc qui vise l'ensemble des éléments du programme. C'est pour ça qu'il va être important de viser vraiment ces trois points. Et le deuxième niveau, c'est d'articuler cette dimension spécifique avec une dimension qui va être toujours transversale. L'EPS seul et un enseignant seul en tant que tel, il va apporter des choses à l'élève, mais ça ne va pas être suffisant, il n'y aura pas assez. Donc l'idée, c'est de toujours pouvoir intégrer son action dans une approche transversale et d'opérationnaliser au final des éléments, on va dire, macro au sein d'un élément très contextualisé. Donc concrètement, ça veut dire que lorsqu'on est dans un établissement, et c'est souvent l'un des points qu'on prend notamment lorsqu'on va voir des enseignants, c'est de réussir à recadrer dans quel cadre se fait l'intervention. L'idée, c'est de se dire, ce qui doit guider, c'est de se demander ce que doit être l'élève lorsqu'il est sorti de son établissement et ainsi de pouvoir structurer son action. Et que toute action doit répondre au final, que ce soit les projets pédagogiques, les séances, les leçons, les situations doivent répondre à la mise en œuvre de la politique de l'établissement. Donc concrètement, ça veut dire que pour un enseignant, alors je vais prendre l'exemple d'un enseignant d'EPS, à partir du moment où on a déterminé les éléments qui sont contractualisés au niveau de l'établissement, donc c'est-à-dire les objectifs de l'établissement et donc la politique de l'établissement, en quoi le projet pédagogique de la discipline, donc là de l'EPS, contribue à la mise en œuvre de la politique établissement. Concrètement, ça veut dire que lorsqu'on a un établissement scolaire, la question à se poser, c'est quel élève on veut à la fin du parcours de formation, à la fin du cursus, qu'est-ce qu'on veut comme élève et du coup, comment ça se décline au sein de ma discipline. Donc concrètement, en EPS, qu'est-ce que c'est un élève qui sera physiquement éduqué si je suis au collège en fin de troisième et du coup, quelle progressivité on va mettre entre la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. Et donc cette sensibilisation au niveau des enseignants à toujours se mettre dans cette dimension-là, ça les amène bien à avoir à la fois en EPS spécifiquement, à chaque fois que j'agis, dans chaque situation, je dois pouvoir retrouver la politique d'établissement. Ainsi, si on vise un élève éduqué sur le plan de la santé, ça veut dire qu'au niveau de l'EPS, il faut que dans chaque situation, il y ait eu des éléments qui se mettent en lien avec la santé et qu'on ait permis à l'élève surtout de les mettre en œuvre. C'est-à-dire que chaque activité personnelle doit être au service du supérieur, en fait. Au final, c'est-à-dire que si je prends un exemple, par exemple, on voit souvent dans les éléments de contractualisation au niveau des établissements la volonté d'améliorer le climat scolaire. Cette volonté d'améliorer ce climat scolaire, elle n'est pas spécifique à l'EPS, elle va être partagée avec tout le monde. Et l'idée, c'est de se dire, par exemple, comment un enseignant, à travers son enseignement en EPS, va pouvoir contribuer à cette amélioration du climat scolaire. Et là, il va falloir qu'il s'appuie sur ce qui existe déjà. Donc, par exemple, on peut avoir comme exemple de pratique le développement du climat scolaire à travers le développement des compétences psychosociales. On a vu tout à l'heure que c'était un des éléments qui était important dans l'éducation à la santé. Et donc, on peut avoir, à travers un EPI, par exemple, entre le français et l'EPS, un travail sur le champ d'apprentissage 3, par exemple, où on va prendre de la danse, de la gymnastique, et où l'idée, ça va être de s'appuyer sur un travail qui serait fait en français autour du conte, donc du langage écrit, et mis en œuvre en EPS à travers du langage corporel pour toujours travailler sur le conte et travailler sur cette dimension de dynamique de groupe et de la relation qu'on va amener entre les élèves. Et donc là, on va avoir des moyens qui vont répondre à une axiologie, et c'est souvent en fait l'élément qui pêche un petit peu dans la réflexion, c'est souvent qu'on rentre par les moyens, donc qu'est-ce que je fais, mais on pense rarement sur pourquoi je veux le faire.
Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'inverser, c'est de structurer son action et d'avoir les pratiques qui vont permettre de le faire. Ça veut dire qu'au niveau des enseignants, et je veux dire même au niveau d'un établissement, ce qu'il faut, c'est toujours se dire qu'on travaille à plusieurs. On n'est jamais isolé, on va falloir toujours être à plusieurs, et qu'on s'appuie sur un collectif qui est au service de l'élève. Que ce soit l'enseignant, que ce soit le chef d'établissement, que ce soit l'inspection, on a un ensemble d'acteurs avec des champs de compétences qui sont différents, mais qui sont au service de l'élève. Et l'idée, c'est toujours d'amener, si on parle de l'éducation à la santé, comment je vais amener l'élève à pouvoir être éduqué à sa santé, c'est-à-dire avoir les connaissances et ensuite construire les compétences, c'est-à-dire les mettre en œuvre. On est vraiment sur des éléments qui vont être pratiques. Ça veut dire qu'au niveau de son action, il va falloir à chaque fois être capable de structurer son action entre le discours, les actes et les dispositifs. Le discours sur la santé, ça va renvoyer notamment à l'ensemble des discours qu'on va avoir, et on a vu que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste avoir un discours moralisateur en disant « il ne faut pas fumer, ce n'est pas bon pour le corps ». Il va falloir, au-delà du discours, aller sur de l'action. Pour autant, il va falloir quand même donner des éléments aux élèves pour qu'on puisse les passer, les évoluer de savoir à des savoir-faire. Par exemple, sur les échauffements, avant de mettre en place les échauffements, l'idée c'est de donner aussi les éléments à l'élève pour qu'il puisse maîtriser les échauffements et donc ainsi avoir les connaissances. Souvent, c'est ce qu'on voit notamment chez les enseignants en début de carrière, c'est-à-dire qu'on on dit pour les échauffements, il faut faire, je sais pas, par exemple, il faut aller courir, il faut faire ensuite un échauffement articulaire, ensuite un échauffement avec des étirements. Cette partie-là, en fait, on amène l'élève à faire, mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'éduquer à la santé. Derrière, l'idée, ça va être d'agir et c'est permettre à l'élève notamment de s'approprier ces différents éléments. Donc l'idée, c'est de se dire, on va essayer de dévoluer à l'élève, et si on veut le mettre acteur de sa santé et donc en faire un futur citoyen qui va être lucide et autonome notamment dans la gestion de sa santé, ça veut dire que la posture de l'enseignant va notamment évoluer, de je prescris à je suis une ressource qui va accompagner l'élève. Pour accompagner l'élève, ça va amener derrière à revoir notamment la façon dont on peut faire le cours. Et plutôt que d'avoir un cours qui prescrit ou que l'élève suit, c'est un cours où l'élève va devenir essentiellement un acteur. Un acteur, ça veut dire qu'on lui a donné les éléments avant. Et nous, c'est sûr qu'au niveau de l'inspection, on invite les enseignants à aller dans cette dynamique-là, à avoir le cours qui est vraiment un lieu de travail pratique pour l'élève, où on amène l'élève à faire. Peut-être que l'élève peut se tromper, et ça, c'est pas grave, parce qu'il se sera trompé dans un contexte. C'est ce qui aussi va permettre d'ancrer les connaissances. Et nous, notre rôle en tant qu'enseignant, ça va être de pouvoir agir en le guidant, en rectifiant, on apprend aussi par l'erreur. Et donc, ça va être vraiment ce rôle-là en termes de ressources. Et pour ce faire, on va aussi s'appuyer sur l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place. C'est-à-dire que notre action pour l'éducation à la santé, elle passe par le discours, les connaissances qu'on va donner, par l'action en permettant à l'élève d'être acteur, parce qu'on va le mettre en place des situations qui vont permettre d'eux, mais on va aussi s'appuyer sur l'ensemble des dispositifs, et ça ne sert à rien de tout réinventer, c'est vraiment s'appuyer sur ce qui est en place. Par exemple, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait parler des enseignements pratiques interdisciplinaires, et ces éléments-là, c'est des dispositifs qui sont très importants, puisque l'objectif, si on aborde la santé comme étant une compétence, l'objectif, c'est effectivement de travailler dans une discipline en tant que telle, mais c'est surtout que ce puisse être réutilisé ultérieurement. Donc, il va y avoir ce rôle d'utilité, et l'avantage et le fait de rentrer dans une dimension transversale à travers le EPI, ça veut dire qu'on va permettre à l'élève d'identifier les éléments de structure qui vont l'amener à réinvestir dans un autre domaine ou un autre contexte les éléments qu'il aura vus. Pour ça, il va falloir donc utiliser par exemple les EPI, mais aussi structurer toute son action, et on l'a vu que l'action peut se structurer uniquement à une échelle macro au niveau d'établissement, c'est-à-dire sur vraiment un plan large. On peut s'appuyer notamment au niveau des établissements sur les CESC, où là, ça va permettre de structurer les actions et de créer une cohérence et une progressivité, par exemple, entre ce qui va se passer entre la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Et on va vraiment être sur la notion des parcours éducatifs. Les parcours éducatifs, c'est vraiment la trame de fond du parcours de formation de l'élève. Donc, penser le parcours de formation de l'élève, c'est voir comment les différents parcours éducatifs vont permettre de construire l'élève visé en fin de cursus. Et cette approche du parcours éducatif, on a souvent la tendance à l'aborder de façon isolée, en prenant le parcours santé, le parcours citoyen,
par exemple. Mais on a vu depuis tout à l'heure qu'on parle tout le temps de citoyenneté, de santé. Donc, est-ce qu'être en bonne santé, ce n'est pas aussi faire acte de citoyenneté? Et donc, l'idée, c'est toujours d'avoir cette idée que les différents parcours éducatifs, ils sont interdépendants. Et donc, il faut toujours les voir en étant complémentaires. Et c'est pour ça que c'est intéressant de toujours travailler le parcours santé, notamment avec cette dimension de citoyenneté, ce qui veut dire qu'il y a la notion d'action qui va arriver derrière. Se mettre sur le dispositif en place pour éduquer à la santé, on a vu que ça passait aussi par des connaissances, ça veut dire que l'une des premières qualités que doit avoir l'enseignant, c'est aussi d'être curieux, de chercher toujours à mettre à jour ses connaissances. Donc là, c'est pour ça que l'action déjà qu'ont tous les enseignants et tous les futurs enseignants qui participent aujourd'hui à ce webinaire, elle est très positive puisqu'on est dans la bonne démarche de réflexivité en se disant mais comment je peux faire de partager aussi les expériences pour pouvoir avoir des idées et pouvoir mettre en œuvre. Et c'est vraiment important cette dimension-là, c'est-à-dire que éduquer à la santé, ça va amener forcément à avoir des acteurs réflexifs à 2 points de vue. Le premier acteur, ça va être l'enseignant qui doit être réflexif entre ce que je veux faire et ce que j'arrive à le faire, et toujours de se demander si est-ce que je suis efficace quand je le fais, c'est-à-dire est-ce que je permets réellement à l'élève d'être un acteur de sa santé et comment je peux encore davantage dévoluer à l'élève pour qu'il puisse faire. Ça va passer souvent en passant de l'élève vu comme une personne, c'est-à-dire vu comme quelqu'un de générique, à l'élève appréhendé en termes d'individu, avec un ensemble de ressources qui vont être plurielles, et c'est là où on va vraiment pouvoir rentrer dans l'approche par la compétence. C'est-à-dire qu'on va amener l'élève à être capable de gérer lui-même ces différentes ressources pour pouvoir être en bonne santé. À partir du moment où on va pouvoir faire confiance à l'élève, on va pouvoir le guider pour l'amener à individualiser, donc différencier. Et c'est là où ça va vraiment être le point de bascule qui vient notamment avec l'expérience, hein, c'est des enseignants qui prescrivent, qui font des élèves génériques, à des enseignants qui vont être capables de pouvoir vraiment différencier le comment je vais permettre à chaque élève de s'y retrouver. Ça veut dire que les premières choses que doivent faire les enseignants, au-delà de la curiosité, c'est oser et faire. Il faut absolument que les enseignants ils fassent, qu'ils expérimentent. Un enseignant on peut tout expérimenter. Il va y avoir des choses qui vont, des cours où ça va pas forcément super bien marcher. Dès qu'on a réussi à garantir tous les éléments de sécurité, derrière, il faut lancer, amener les élèves vraiment à faire, à pratiquer, parce que c'est aussi comme ça qu'on va apprendre. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc cette idée d'éviter d'être isolé en tant qu'enseignant, c'est éviter d'être isolé au sein de l'établissement, puisqu'il va falloir agir avec les enseignants d'une discipline. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, sur l'exemple sur le parcours de santé où on prenait le pays avec la danse et le travail en français. Mais c'est aussi être avec l'ensemble des partenaires, les partenaires éducatifs. Et il faut vraiment se mettre dans l'idée qu'un enseignant de PS, par exemple, s'il intervient avec des sixièmes, il n'a que 4 heures par semaine. Si on estime que pour éduquer à la santé sur un point précis, il faut une quarantaine d'heures, pour le prof de PS, il va lui falloir à peu près 10 semaines. En travaillant avec l'ensemble des partenaires éducatifs, que ce soit les parents, que ce soit les partenaires sportifs, que ce soit les autres enseignants, on va avoir une action qui va être beaucoup plus massée, beaucoup plus efficace au niveau de l'élève. Donc, s'il y a vraiment quelque chose un point vraiment à retenir au niveau des enseignants, c'est agissez et essayez. Communiquez sur ce que vous faites. Communiquez, par exemple, en utilisant les ENT qui vont vous permettre à la fois d'avoir des cours en pédagogie inversée, d'amener l'élève à faire des travaux pratiques en cours, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de diffuser auprès des parents et de réutiliser ce que vous avez enseigné dans d'autres contextes. Et surtout, maintenez-vous à jour à chaque fois des différentes connaissances, appuyez-vous sur tous les acteurs pour vous accompagner. Tout le monde est là au service de l'élève et on est vraiment dans cette approche-là. Voilà. J'ai essayé de répondre à votre question, monsieur Olivier Combacco. Merci Brice Bénard. On a vu que les éducations A, les parcours, voilà, il y a beaucoup de choses. Est-ce que les enseignants vous demandent parfois, mais quand je peux enseigner ma discipline, s'il faut que je fasse tout ça, est-ce qu'il y a encore de la place pour ma discipline? Et ça rejoint une autre question qui était posée, c'est finalement, est-ce que dans le PPCR, dans les entretiens de carrière, l'éducation à la santé est évoquée? Alors, je vais essayer de répondre sur les deux questions à la suite, mais en fait, ça va y revenir. La question de savoir à quel moment ma discipline est enseignée, au final, la notion de santé, c'est constitutif de l'EPS.
Et l'idée, c'est pas de faire du cumul, c'est de voir comment on va pouvoir mettre en relation les différents éléments. La santé, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est primordial. Je vais prendre un exemple très précis. Amener à avoir des comportements de santé, développer des compétences psychosociales, ça peut se voir notamment à travers les attitudes que vont avoir les enseignants en cours. Par exemple, dans des situations, laisser des élèves se moquer d'autres et ne pas intervenir, c'est mettre en danger les élèves sur un plan social et sur un plan affectif. Et pouvoir intervenir sur un plan, pouvoir intervenir en gros sur les réactions qu'il y a eu pour éviter qu'il y ait ce type de moquerie, c'est aussi amener à prendre en compte cette dimension affective qu'il y a chez l'autre et d'éduquer l'individu à la santé. Donc ça va être dans des gestes concrets, c'est-à-dire que dans l'éducation à la santé, elle se fait à la fois dans les contenus qu'on fait, mais aussi dans les attitudes qu'on permet d'avoir aux élèves, dans les savoir-être. Maintenant, est-ce que ça va être abordé dans les rendez-vous de carrière? Dans les rendez-vous de carrière, c'est forcément abordé dans la mesure où on est sur l'approche disciplinaire, donc savoir vers quoi on va. Et donc, quand on est en train de voir, est-ce qu'on fait de l'EPS, dans la mesure où la santé, c'est constitutif de l'EPS et que c'est l'une de ses finalités, d'ailleurs c'est rappelé dans les objectifs généraux, hein, on va forcément venir dessus. Et maintenant, comme je l'ai dit, dans la posture que va avoir l'enseignant, on va pouvoir venir dessus, le contextualiser, et à chaque fois, le rendez-vous de carrière, c'est vraiment de faire un point et aussi de donner des éléments à l'enseignant pour lui permettre d'évoluer encore sur ces points-là. Merci beaucoup. Valérie Ivasenko, rapidement, est-ce que vous pouvez nous partager les nuages de mots par rapport aux 3 questions qui étaient posées? C'était faites-vous de l'éducation à la santé? Alors, Monsieur Bénard, je vous demande de faire assez vite puisque nous sommes un petit peu en retard. Faites-vous de l'éducation à la santé dans votre enseignement? Si oui, est-ce intégré dans un parcours ou est-ce un moment à part, une parenthèse dans votre contenu d'enseignement? Alors, la première question, faites-vous de l'éducation à la santé dans votre enseignement? On voit que bon, notre public est peut-être pas très représentatif, mais voilà, Ouais, majoritairement oui. Je vous laisse réagir. c'est positif de voir qu'il y a autant de monde qui fait de l'éducation à la santé. Ensuite, là, la deuxième question, c'était est-ce que c'est intégré dans un parcours? Donc là, on est sur du ressenti, et il est intéressant de voir en quoi ce que vous faites actuellement pourrait se retrouver dans un parcours. Ce serait une première étape, hein, de tirer des fils a posteriori. Et dans un deuxième temps, c'est structurer les actions pour que ce soit constitutif et constructeur d'un parcours éducatif qui est réfléchi et progressif. Et la dernière question, est-ce un moment en part, une parenthèse dans votre approche? Donc là, non, on est plutôt non, et on est plutôt sur des gens qui ont une approche intégrée, ce que finalement tous les 3 vous avez défendu. Ouais, ça c'est très positif, et moi je vous amène même à le formaliser encore plus de façon à gagner en efficacité. Merci beaucoup, Brice Bénard. Voilà venu maintenant le temps de conclure. On a été un petit peu rapide sur la fin, mais finalement, je pense qu'on a réussi à faire le tour de notre question. Alors, 2 minutes pour conclure. Reprenons l'objectif qui était posé au début du webinaire, faire le point sur le rôle de l'école en matière de santé et la façon dont les professionnels de l'éducation s'y prennent pour éduquer dans ce domaine. Donc les 3 interventions de Nathalie Dupeux, de Brice Bénard et de Didier Jourdan nous ont offert, il me semble, des éclairages passionnants, complexes, hein, mais pas forcément compliqués d'ailleurs, complexes dans le sens où ils sont systémiques et permettant de vraiment agir sur le réel, et ça c'est important, en insistant sur la transversalité, sur la globalité de l'approche autour de l'élève en construction. Une des choses à retenir de cette heure, je pense, c'est qu'il faut y aller, il faut oser. Donc, avant de finir et de vous donner quelques dates et peut-être quelques rendez-vous, je voudrais remercier vraiment très sincèrement pour la qualité de leur intervention et pour toute l'énergie qu'ils ont mis nos 3 intervenants. Nathalie Dupeux, donc il est très tôt en Nouvelle-Calédonie. Brice Bénard, merci beaucoup. Et Didier Jourdan, merci à tous les 3. Je voudrais remercier aussi les partenaires, le réseau des INSPE, hein, qui nous a aidés à mettre en œuvre ces webinaires, et la NGEN, qui est un partenaire via sa fondation de la chaire UNESCO. Merci enfin à l'équipe des webinaires, à Valérie Ivasenko, Françoise Janier, et Margot Paco, qui ont mis en place, là aussi, ont contribué à tout construire, et c'est un gros travail. Si cela vous a donné envie, pour aller plus loin, vous pouvez donc retrouver ce webinaire sur le site de la chaire et des ressources sur l'éducation à la santé.
Pour résumer et avoir voilà, toute l'actualité de la chaire sans être enseveli de mails, c'est promis, vous pouvez rejoindre la communauté de la chaire. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran et qui vous permet de recevoir une newsletter pas trop fréquente, encore une fois, mais qui permet vraiment, si vous êtes sensible à ces thématiques-là, de recevoir les dernières news. On est à peu près à l'heure. Bonne année à toutes et tous une nouvelle fois. Cette année, elle sera aussi ce que nous en ferons. Voilà, les intervenants disaient qu'il fallait qu'on agisse. Voilà, l'année, elle sera aussi un petit peu ce que nous en ferons. Merci à toutes et tous et puis à bientôt. Au revoir.